Bonjour à tous, cette semaine nous sommes à Budapest en Hongrie. Nous sommes venus ici dans les bagages d'Yves Le Terme, le Premier ministre belge, pour suivre les coulisses de la passation de présidence de l'Union européenne. Et comme nous allons le voir, cette nouvelle présidence hongroise sous la houlette du Premier ministre nationaliste Viktor Orban commence très mal. La Hongrie sous le feu des critiques, c'est le thème de cette édition. Mais d'abord, un rapide coup d'œil à l'essentiel de l'actu européenne de la semaine. Plus fort que Gainsbourg, les Estoniens vont brûler tous leurs billets de banque. C'est une décision de la Banque centrale du pays qui, pour ne pas gaspiller les couronnes estoniennes suite au passage à l'euro il y a 2 semaines, souhaite recycler les vieux billets en combustible. Pays baltes toujours, la Lituanie travaille à son image et à son odeur. Le pays a mis au point un parfum sentant la Lituanie qui sera un savant mélange de santal, de cèdre, de musc et d'odeur de feu de bois. La gouvernance économique est devenue réalité. Bruxelles a lancé cette semaine le semestre européen, un cycle allant de janvier à juin pour mieux coordonner les budgets des 27. La Commission vient de faire des recommandations pour l'élaboration des budgets 2012. Jusqu'ici, les pays européens partageaient une même monnaie, l'euro, mais dépensaient chacun dans leur coin, ce qui a conduit à de grands écarts de gestion comme entre l'Allemagne et la Grèce. Généralement suspecté d'en vouloir aux produits bien de chez nous, Bruxelles a décidé de voler au secours de nos petits producteurs. Michel Barnier souhaite créer des AOC au niveau européen pour les produits manufacturés, de la même manière que ce qui existe déjà pour les produits agricoles. Objectif, protéger la porcelaine de Limoges, les couteaux Laguiole ou encore la dentelle de Bruges, souvent victime de la contrefaçon asiatique. La Commission a eu la généreuse idée de distribuer des agendas 2011 à 3 millions de lycéens européens, sauf qu'ils ne mentionnent pas les fêtes chrétiennes, alors que d'autres fêtes religieuses comme le Ramadan sont mentionnées. Ni Pâques ni Noël ne sont cités, mais la Commission assume. La Hongrie est désormais à la tête de l'Union européenne et ce pour les 6 mois à venir. Nous nous sommes donc rendus à Budapest pour suivre le passage de relais entre les Belges et les Hongrois. Cette nouvelle présidence démarre dans un climat délétère car le Premier ministre Viktor Orban, un conservateur au discours nationaliste, est sous le feu des critiques du reste de l'Europe. Et finalement, la présidence belge, qui suscitait pourtant beaucoup d'inquiétudes dans les milieux européens en raison de la crise politique, s'est plutôt bien passée. Elle s'est bien passée, je crois, sur les dossiers qui importent vraiment pour les citoyens européens. Nous avons fait de grandes avancées. Je pense à la supervision financière, par exemple, à la défense de l'euro aussi, au redémarrage de nos économies nationales et dans divers domaines. Je crois qu'on a vraiment franchi de pas et des étapes importantes. Ce qui a surtout été notre objectif, c'est de faire fonctionner les institutions européennes, sans trop mettre l'accent sur un agenda purement belge particulier. Et je crois que c'est là une des clés du succès, je crois. Aujourd'hui, cette présidence du Conseil de l'Union européenne, elle sert à quoi? Parce qu'on pensait, avec le traité de Lisbonne, c'est justement votre prédécesseur Herman Van Rompuy, qui est maintenant président du Conseil européen, on pensait que c'était lui qui était à la tête de l'Union européenne. À quoi elle sert cette présidence tournante? Je crois au niveau du Conseil européen, donc le Conseil composé des chefs d'État et de chefs de gouvernement, il est très clair que la responsabilité et la compétence de la présidence tournante est une position de repli. Il faut léser tout l'espace possible au président permanent. Il en va de même dans la politique extérieure de l'Union, où je crois que Mme Ashton, la haute représentante, doit avoir la possibilité de développer son institution et développer sa politique. Au niveau des conseils des ministres spécialisés, là, il n'y a rien qui a changé. Ça veut dire que là encore, ce sont toujours les pays qui sont titulaires de la présidence tournante, qui animent ces conseils et qui doivent surtout avoir comme objectif de faire avancer les dossiers européens qui sont à l'ordre du jour. Concrètement, cette passation de pouvoir, cette passation de présidence, elle se matérialise comment? Il y a un drapeau, il y a un témoin et je transmettrai le drapeau et les témoins, les 2 mêmes objets que j'ai reçus de M. Moratinos au collègue Viktor Orban. Et je crois que c'est une bonne chose de symboliser ça et aussi de souhaiter bonne chance à cette présidence hongroise. Bon, on va vous accompagner quand vous allez donner justement ce témoin à Viktor Orban. Merci, Monsieur le Premier ministre. À l'image du traitement des symboles européens, la présidence belge a été très sobre et humble, c'est le moins que l'on puisse dire, alors que la présidence hongroise se veut au contraire grandiose. La passation s'est faite dans la splendide chapelle du Parlement à Budapest, mais la transmission s'est révélée plus compliquée que prévu.
Les violons et trompettes de cette cérémonie ne parviennent toutefois pas à étouffer les critiques sur les nouvelles lois hongroises. D'abord, pour réduire son déficit, Budapest a levé un impôt de crise qui vise les secteurs de l'énergie, des télécommunications, de la grande distribution ou encore des banques. Le problème, c'est que cette taxe vise principalement des entreprises étrangères implantées en Hongrie. Bruxelles a ouvert une enquête sur son caractère discriminatoire. Mais la loi qui pose le plus problème, c'est celle sur les médias, qui prévoit des amendes en cas d'atteinte à l'ordre public et à la morale. L'autorité hongroise des médias s'en est déjà prise à une petite radio qui a diffusé avant 21h une chanson de l'ancien rappeur américain Ice-T. Une chanson considérée comme susceptible d'influencer dans un sens négatif le développement des mineurs. Les médias risquent également des amendes en cas d'information partiale, en clair, celles qui ne plaisent pas au gouvernement. Alors vous avez fait fort ici au Népszabadság, je l'ai bien prononcé? Oui, tout à fait. C'est Népszabadság. D'accord. Donc vous avez titré en une « La liberté de la presse en Hongrie touche à sa fin » et présidence de l'Union européenne oblige, vous l'avez mis dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Vous craignez beaucoup de cette loi sur les médias ici en Hongrie? Oui, absolument. C'est une loi qui inquiète tous les journalistes, enfin pas tous les journalistes hongrois, mais du moins les journalistes de gauche. Ça, c'est assez triste d'ailleurs, donc tous les journalistes ne la craignent pas, parce que c'est une loi c'est la première loi en Hongrie qui menace vraiment non seulement la liberté de la presse, mais aussi la liberté de l'expression en tant que telle. Donc à mon avis, c'est plus sérieux. Mais concrètement, qu'est-ce que vous risquez avec cette loi? Mais on risque d'avoir des amendes très fortes, très élevées, si on écrit des choses... 730 000 euros. Ça, c'est le maximum. Ça, c'est le maximum. Si on écrit des choses qui ne plaisent pas à une autorité nationale, une autorité gouvernementale, qui n'a composé que de membres nommés par le gouvernement, donc si on écrit quelque chose qui est contraire à la morale ou à l'ordre public, alors qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. On peut nous infliger des amendes. L'existence de cette loi est contre la liberté de la presse parce qu'il y a d'abord une certaine autocensure qui se crée au sein des médias. Mes collègues ont déjà... Vous la sentez ici? Tout à fait, parce que j'ai des collègues qui pensent 2 fois ou 10 fois avant d'écrire quelque chose parce qu'ils ont peur qu'éventuellement, ça ne va pas plaire au gouvernement ou à cette autorité nationale. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas eu l'expérience pendant ces 20 dernières années, quand même. C'est quelque chose qui nous rappelle un peu, si vous voulez, le passé, l'ancien régime, où les journalistes faisaient attention à ce qu'ils disaient, à ce qu'ils écrivaient. À mon avis, ça, c'est assez grave. La France et l'Allemagne ont critiqué cette loi sur les médias. Viktor Orban a rejeté toute remontrance, affirmant que cette loi empruntait sans exception à des lois déjà en vigueur dans le reste de l'Union européenne. Il a d'ailleurs invité la France à balayer devant sa porte en rappelant que le président de la chaîne de télévision publique était nommé directement par le chef de l'État. Face aux atteintes à la liberté de la presse en Hongrie, le Premier ministre belge a tenu à rappeler dans son discours, avec diplomatie, que le peuple hongrois avait souvent manifesté son attachement à la liberté. Écoutez, cette présidence quand même hongroise de l'Union européenne, elle commence pas très fort. Vous avez beaucoup de problèmes, hein? Oui, nous avons espéré de pouvoir commencer avec plus calme et j'espère qu'après tous les on pourrait dire scandales et toute la situation aussi difficile, nous pouvons prouver d'être capables de faire une bonne présidence. Cette loi sur les médias, en gros, elle est un peu liberticide. Est-ce qu'elle ne va pas à l'encontre de la liberté de la presse? Non, pas du tout, ce n'est pas la chose. Tous les articles de cette loi proviennent de certaines lois qui existent dans les différents pays de l'Union européenne. Nous sommes convaincus que cette loi n'est pas contre la liberté de la presse, mais nous sommes prêts à dialoguer. Et j'espère que maintenant que tout le monde peut le lire, les critiques seront plus réelles et plus sur les articles et pas sur les différentes interprétations qui ont été publiées dans la presse internationale. Alors la deuxième polémique, elle porte sur les investisseurs étrangers. Alors pour récupérer un petit peu d'argent et le mettre dans vos caisses, vous avez levé un impôt qui devrait vous rapporter un peu plus d'1 milliard d'euros sur 3 ans, mais qui s'exerce essentiellement sur les compagnies étrangères. Alors expliquez-nous. Cet impôt ne sont pas d'un caractère discriminatoire parce que
Et pourtant, ce sont essentiellement des entreprises Ce étrangères. n'est pas essentiellement, parce que les impôts bancaires que nous avons vraiment introduits pendant l'été, le majeur contributeur en ce qui concerne les impôts bancaires est une banque hongroise. Ce n'est pas contre les entreprises ou les banques. Et dans l'énergie, dans la étrangères. grande distribution. Et dans l'énergie, le majeur contributeur est une compagnie hongroise. Furieux de cet impôt de crise, l'électricien allemand E.ON a songé à porter l'affaire devant la Cour constitutionnelle hongroise, mais en quelques jours à peine, le gouvernement de Viktor Orban, dont le parti détient 2/3 des sièges au Parlement, a retiré toute compétence fiscale à la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne la loi sur les médias, la Commission européenne l'examine actuellement pour déterminer si elle respecte ou non les règles européennes. Sous pression, Viktor Orban a promis de modifier sa loi si Bruxelles avait des objections juridiquement fondées. C'est dans un contexte difficile qu'il va présenter la semaine prochaine les priorités de sa présidence devant le Parlement européen à Strasbourg. Voilà, pour conclure cette émission, nous nous trouvons dans le somptueux Parlement hongrois ici à Budapest. L'Europe qui donc pour les 6 prochains mois se retrouve présidée par un gouvernement nationaliste accusé de porter atteinte à la liberté de la presse, pourtant une valeur fondamentale de l'Union européenne. N'hésitez pas à nous envoyer un message, notre adresse email europe@bfmtv.fr. Vous pouvez également consulter cette émission en podcast sur le site internet de la chaîne. Rendez-vous le week-end prochain, samedi 11h45, dimanche 16h45 pour une nouvelle édition de La Faute à Bruxelles sur BFM TV.